Alors on a vu la façon, le côté ombrageux de la colline. Là on va voir maintenant la face ensoleillée. Parce qu'après avoir abordé le problème, on va aborder la solution au problème. La méditation. Avec tout ce que ça a de réjouissant, tout ce que ça a de beau à nous apporter. Alors d'abord, un scoop. Pendant toutes mes études de médecine, et puis depuis que j'ai tout le temps de ma carrière, on m'a toujours dit que l'attitude relationnelle à avoir avec le patient, c'était ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire c'est un état où on prend conscience, on nomme, on parle de la souffrance du patient, mais en aucun cas on la ressent. On se protège par la barrière empathie. On pensait que si effectivement on avait un autre comportement, si on tombait dans la sympathie, parce que vous savez, par rapport à une personne, on peut éprouver de l'antipathie, là on l'aime pas du tout, de l'apathie, on n'a pas grand chose à faire, de l'empathie, là on reconnaît qu'elle n'est pas bien mais sans participer, ou de la sympathie. Et là on va participer un petit peu, c'est-à-dire on va se rendre disponible, on va pas souffrir avec elle, mais être marqué par le fait qu'elle n'est pas bien. On ne peut pas être complètement bien avec quelqu'un qui n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle la compassion, la sympathie, la compassion. Ou qu'on appelle aussi en méditation la bienveillance aimante, ou la bienveillance altruiste. Mathieu Ricard l'appelle la bienveillance altruiste. Eh bien, donc, on a tout le temps privilégié l'empathie. Or, les recherches qui ont été faites par Tina Sengler là, l'Institut Max Planck de Zurich et de Leipzig, parce qu'elle travaille dans les deux, elle a étudié ce qui se passait sur le plan cérébral quand on fonctionne en empathie et quand on fonctionne en compassion, en sympathie, en bienveillance aimante. Et ce que l'on a trouvé à l'IRM fonctionnel et puis aux électroencéphalogrammes, c'est que lorsqu'on est dans l'état d'empathie, on stimule les zones cérébrales qui créent des émotions négatives. Et en particulier la région de l'amygdale qui crée à la fois du stress et de l'agressivité envers soi-même. Par contre, quand on fonctionne en sympathie, en bienveillance aimante, en compassion, on active des zones cérébrales, en particulier le cortex singulaire, l'insula, qui sont génératrices d'émotions positives et de vibrations positives pour l'organisme. Et par contre, on désactive la région de l'amygdale qui est productrice donc de stress et d'agressivité. Donc, être de l'empathie, c'est s'user très vite et se condamner à court terme au burn-out. Être dans la compassion, la bienveillance aimante, c'est au contraire se sauver du burn-out. C'est-à-dire pouvoir avoir toute une carrière dans laquelle on va être très proche des patients, même si ces patients sont des patients excessivement dans des situations excessivement pénibles. Je pense, de services comme la cancérologie infantile, où on est en permanence avec des enfants et des familles qui sont en état de souffrance, dans les soins palliatifs, enfin, dans les centres d'urgence aussi. Donc, dans toutes ces situations où on vit en permanence dans un milieu qui est un milieu très émotionnel et très, très prégnant, eh bien on va pouvoir faire toute sa carrière. Si on développe un minimum de bienveillance aimante, on va pouvoir faire sa carrière d'une façon tout à fait naturelle, en échappant au burn-out. Par contre, si on se met dans l'empathie, ben c'est en quelque sorte le burn-out assuré. Il faut dire que le burn-out, ça touche au moins 50% de la population médicale, la population de soignants. Aux États-Unis, 65%. Et je pense même que le burn-out, ça touche maintenant, pas simplement les soignants, mais toutes les sphères de la population, puisque on parle de plus en plus du burn-out des mères de famille,
qui est mère au foyer, et c'est là aussi développe du burn-out. Là aussi par rapport à une quête de l'âme, une mère de l'âme en quête d'idéal. La mère de famille a aussi un idéal pour élever ses enfants, et cet idéal est inatteignable. On ne sera jamais tout à fait une aussi bonne mère qu'on voudrait, et même être une très bonne mère, c'est finalement assez négatif pour l'enfant. Il faut être une mère, disait Winnicott, suffisamment bonne, mais pas trop bonne. Donc, ça c'est vraiment un scoop. On s'aperçoit qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Et que donc on a envoyé toute une série de générations de médecins un petit peu avec cette sacro-sainte empathie qu'on leur demandait de respecter, de ne pas dépasser. On les a envoyés tout droit au burn-out. Ça fait drôle. Alors, qu'est-ce que propose la méditation donc pour éviter cette maladie de l'âme en quête d'idéal, ce moment ce mal-être profond que l'on rencontre au travail, dans son activité professionnelle. Eh bien d'abord, la méditation, ça comporte deux axes, un petit peu comme un oiseau a deux ailes. Si l'oiseau veut voler, il faut qu'il utilise ses deux ailes. Dans la méditation a deux ailes. C'est l'aile de la pleine conscience et l'aile de l'amour bienveillant. Et il faut absolument fonctionner à la fois en pleine conscience et à la fois dans l'amour bienveillant pour être cette personne épanouie. Si on est uniquement à méditer en pleine conscience, il va manquer un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est ce plus de l'amour bienveillant, ce sens de l'autre, cet altruisme, ce lien aux autres, qu'on ne va pas forcément trouver de façon si rapide et si évidente si on pratique uniquement la méditation de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est la méditation de pleine conscience? Eh bien, c'est se mettre dans un état de conscience où on prend la réalité telle qu'elle est, sans vouloir qu'elle soit différente, sans juger. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est le jugement qu'on porte sur les choses, les pensées qu'on développe par rapport aux choses, l'évaluation qu'on fait des choses qui finalement nous perturbe et nous rend mal. À partir du moment où on est dans une expérience, non pas dans une expérience sensorielle, non pas par rapport aux pensées, mais une expérience sensorielle de ce que l'on vit, eh bien, la vie va nous apparaître ce qu'elle est. Jean Noël, s'il avait ouvert vraiment les yeux, s'il avait ouvert vraiment ses oreilles, s'il avait ouvert vraiment sa sensibilité, ouvert son cœur, il aurait vu que finalement il faut un beau métier, et puis qu'il a une femme qui est intéressante, et puis que son enfant est également très chouette, et que la vie est belle, et probablement il ne serait pas enfoncé dans ce système de pensée, ce système de rumination, ce système de croyance que sa vie est bâclée, dans lequel il s'est mis. Donc, revenir dans l'expérience de la vie et ne pas tomber dans une vie dirigée par nos pensées et qui finalement devient ce que nos pensées en font. Donc la pleine conscience, c'est ça. C'est vivre l'expérience. Et vivre l'expérience, ça nous ramène dans l'ici et maintenant. La pleine conscience, donc, c'est être dans l'ici et maintenant. Donc c'est un petit peu se dire bonjour, c'est un petit peu réhabiter son corps, réhabiter sa vie. Et ça fait du bien. On est tellement éparpillé dans le monde dans lequel on vit, on est tellement parfois dans la confusion qu'on ne sait plus où on habite. La pleine conscience va nous permettre à tout moment de nous resituer dans l'ici et maintenant, de nous resituer dans la simple présence à l'instant. Laisser le passé il est derrière nous. Laisser le futur il n'est pas encore là, mais être complètement dans le moment. Et dans la mesure du possible, l'aimer. Parce que la meilleure façon d'être dans le moment présent, c'est d'aimer. On ne peut pas aimer dans le passé, on ne peut pas aimer dans le futur. On ne peut aimer que maintenant. Ce qu'a fait dire à Vincent Sponville, cette phrase merveilleuse, regrettons un peu moins, espérons un peu moins, et aimons un peu plus. C'est un bel idéal de vie. Donc
Pleine conscience va nous permettre de voir la vie exactement telle qu'elle est, hein, et non pas à travers le prisme déformant de nos pensées, et puis des idées que l'on développe, et puis peut-être aussi des concepts, parce qu'on est beaucoup dans le prêt à penser, dans le prêt à apprécier les choses, hein, le monde médiatique, le monde, la communication, tout ce qui est autour de nous, nous amène à voir notre vie un peu comme un parcours fléché. C'est ça qu'il faut prendre, c'est ça qu'il faut manger, c'est ça qu'il faut apprécier, c'est ça qu'il faut aimer. Revenons nous-mêmes, réhabitons nous-mêmes, refonctionnons par rapport à nos propres désirs, parce qu'à terme, on finit par ne plus savoir quels sont ces désirs, on finit par ne plus savoir ce que l'on veut, on est tellement happé par l'extérieur. Donc, ça fait du bien de réhabiter son corps, de réhabiter sa vie, de revenir chez soi. D'abord de savoir où on habite, et puis quand aussi on habite, de revenir chez soi, de revenir dans un endroit où il fait bon à être, où on sait qu'on va être bien, qu'on va être aimé, qu'on va trouver la tendresse et toutes ces choses-là. C'est ça la pleine conscience. Et donc on voit très bien que pour améliorer nos vies, c'est quand même une ressource très importante, ces moments où on se reconnecte au moment, on se reconnecte à ici, où on est. On se reconnecte à notre corps, on se reconnecte à nous-mêmes, ça fait un bien fou. Et ça peut être un soin à soi tout seul. Le regard aussi que l'on porte sur nos pensées. Le regard, c'est pas de penser qui est nocif, hein, mais c'est de ne pas savoir que l'on pense. Penser que la vie est donc fonction de nos pensées. Savoir que l'on pense, ça change tout. La métaphore de la cascade telle que le voit le zen, il y a la cascade, et puis entre la cascade et la paroi, il y a un petit espace. Et bien c'est dans cet espace, entre la paroi et la cascade, qu'il faut se positionner. On verra la cascade couler devant nous, mais on ne sera pas assommé par cette cascade. C'est ça la position de spectateur, un petit peu dissocié par rapport à nos pensées, qui nous permet donc de prendre les pensées pour ce qu'elles sont. Nous ne sommes pas nos pensées. Et la vie n'est pas nos pensées. La vie est certainement beaucoup mieux que ce que nos pensées en font. Donc ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, hein, et voir ce qui est. C'est probablement ça dont on aurait eu besoin. Et puis développer l'amour bienveillant. L'amour bienveillant, qu'est-ce que c'est? L'amour bienveillant, dans bienveillant, il y a la notion d'amour, mais dans l'amour, il y a quand même quelque chose d'un peu restrictif. Quand on aime, on s'oriente vers ce que l'on aime, mais c'est dans une dimension un petit peu restrictive. Dans la bienveillance, il y a au contraire quelque chose de beaucoup plus large, mais qui n'est pas très intense. Quand on est bienveillant, il manque une petite dimension affective, une dimension émotionnelle. Il manque de l'amour, la bienveillance, ça peut être quelque chose d'assez neutre. L'amour bienveillant, ça va donc être un amour très ample, très large, hein, qui va un petit peu tout baigner autour de nous et à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est cet amour bienveillant? C'est d'abord une acceptation fondamentale de ce que l'on est. C'est en quelque sorte un oui inconditionnel, un oui profond à ce que l'on est. Saint Augustin, en son temps, l'avait déjà dit, hein, aimer quelqu'un, c'est lui dire oui, et lui permettre d'être celui qu'il est. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il soit différent. Hein. On le prend comme on l'est, et on l'aime comme il est. Hein, et on lui permet d'être lui-même. Hein. C'est ça la base de l'amour. On lui permet de se détendre en restant comme il est. Si pour l'aimer, il faut qu'il change, on ne peut pas dire que ça soit de l'amour. Donc, cet amour bienveillant, c'est un oui inconditionnel. C'est un amour bienveillant aussi quelque chose de chaleureux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quelque chose de l'ordre même d'un soin, on peut dire. Aimer quelqu'un, d'amour bienveillant, c'est le guérir quelque part. Hein, par ce soin, par cette chaleur, par ce contact chaleureux. Et puis, le troisième aspect de l'amour bienveillant, c'est que c'est quelque chose qui crée du lien. Quand on aime quelqu'un d'amour bienveillant, on crée un lien entre lui
Hein, c'est un petit peu comme si entre lui et moi, il y avait un faisceau, il y avait quelque chose qui nous reliait. Et c'est bon de se détendre, de se baigner dans ce lien qui nous relie à quelqu'un d'autre. Alors l'amour bienveillant, il commence d'abord par s'adresser à nous. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer. Alors là, pour des Occidentaux, l'idée qu'on puisse s'aimer, c'est pas une idée qui est commune. Pour les Occidentaux, c'est plutôt l'égoïsme qui prévaut. Il faut dire qu'on vit dans une civilisation qui, depuis Adam Smith, qui était dans les années 1740, a fondé les bases du capitalisme, déjà à l'époque, hein, et puis après Malthus, Darwin, Freud, tous ces gens-là avaient une opinion très sombre de l'être humain. Pour eux, l'être humain était quelqu'un de profondément égoïste. Lacan disait même qu'il fallait plus se méfier de quelqu'un lorsqu'il avait des intentions positives. Les intentions négatives, c'est bon. Mais c'est quand il y a des intentions positives qu'il faut faire gaffe. Donc l'idée que si on est dans l'amour bienveillant, on va se faire bouffer par les autres. Et que si on veut tenir sa place dans ce monde, il faut être égoïste. Il y a cette idée. Hein, et bien cet égoïsme nous coupe de nous-mêmes. Cet égoïsme ferme notre cœur en quelque sorte et nous met en souffrance. L'amour bienveillant, donc, c'est à l'intérieur de nous. Hein, dire que la nature humaine est égoïste, c'est probablement une erreur. La nature humaine, donc, est faite d'amour bienveillant, et cet amour bienveillant est à l'intérieur de nous. Donc, la méditation de l'amour bienveillant, ça va être d'abord d'autoriser, de ne pas avoir peur, d'exprimer cet amour bienveillant qui est à l'intérieur de nous. On va lui permettre d'être, lui donner de l'espace, pour lui permettre d'exister. Et puis, on va le travailler. Le travailler. Vous savez, la méditation, quelque part, c'est un travail. Lorsqu'on fait la méditation de l'amour bien, de la pleine conscience, de l'instant présent, et bien on travaille à être là où on est, à être ici et maintenant, hein, à être moins éparpillé, à se réunir là où on est. C'est un travail hein, que l'on peut faire. Hein. Parce qu'on sait maintenant que la neuroplasticité cérébrale est telle qu'on peut entraîner son cerveau. On entraîne bien nos jambes, nos bras, en faisant de la gymnastique, en faisant du sport, parce qu'on a une vie dans laquelle l'activité physique est quasi inexistante. Donc on sent très bien qu'il faut qu'on entraîne notre corps si on veut qu'il reste en bonne forme. Donc il y a possibilité d'entraîner notre corps, ben, il y a pareillement possibilité d'entraîner notre cerveau. Et tous nos zones d'ombre, tous nos inaccomplissements, tous nos défauts, tout ça, ça peut se travailler, tout ça, ça peut se transformer grâce à un travail méditatif. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans les... Eh bien, on va ouvrir maintenant le débat autour du burn-out et autour de la méditation. Quelles sont les questions que vous avez, qui vous viennent en tête? Quels sont les signes pour savoir si une méditation est réussie? Oui, d'abord on se sent détendu. On se sent détendu parce que finalement on se détend, on se baigne dans la bienveillance aimante. Hein, la bienveillance aimante. Et même si ce n'est qu'une méditation de l'ici et maintenant, de pleine conscience, mais prendre conscience que l'on est, hein, s'asseoir, le fait de s'asseoir, de se poser, poser son fardeau, se poser sur le sol, se connecter à la terre, parce que vous savez que méditer, c'est se connecter à la terre. Et la méditation, c'est pas quelque chose de transcendantal, c'est pas se relier comme il y a sur les images de Fram, quand on voit la méditation, une super blonde là, qui est dirigée vers le ciel. C'est pas ça méditer, c'est être connecté avec tout le côté yin, tout le côté rassurant. La terre, elle se connecte à cette partie. Donc, se poser,
comme c'est bon de se poser. Après, on va porter son attention sur sa respiration. Et on s'aperçoit comme c'est bon de respirer, ce que l'on fait, alors qu'on le fait depuis notre naissance. Mais là, quand on médite, on s'aperçoit comme c'est bon de respirer. Tout simplement parce qu'on porte l'attention, on est présent, on habite sa respiration. Hein. La respiration devient notre réalité de vie. Et là, on sent comme c'est bon. On se sent illuminé de quelque chose par le seul fait. Et on voit comme la respiration, l'expiration surtout. Il n'y a pas deux expirations qui sont les mêmes, mais chaque expiration peut être l'objet d'une observation pendant une vie entière. Et puis, se connecter à son environnement, à l'air, se connecter au bruit, se connecter à la température qui fait que c'est bon d'être connecté à ce qu'on vit. Et puis quand nos pensées viennent et puis nous emmènent ailleurs et qu'on revient, que c'est bon de revenir. Et là on voit que finalement la méditation de pleine conscience c'est déjà bon et c'est déjà se faire du bien. Et si on travaille la méditation de l'amour bienveillant, en faisant naître cet amour qui est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous, mais malheureusement on ne le savait pas. Il y a une histoire bouddhiste qui est celle d'un vieillard qui était un mendiant, qui est dans la plainte en permanence, et puis qui n'est pas bien, donc bien sûr. Et un ami, enfin un riche ami, pendant qu'il dort, lui coud dans sa robe un joyau. Et donc, lorsque le mendiant se réveille, il ne sait pas. Donc il repart, et il repart dans sa lutte plainte alors qu'il a dans sa robe un merveilleux joyau qui serait à même de lui permettre d'obtenir tout ce qui veut de l'existence. Et bien, on est comme ça. On est comme ce mendiant. On est à se plaindre de notre vie alors qu'on a ce joyau à l'intérieur de nous. Il suffit tout simplement d'y avoir accès. Alors, oui, on sait que la méditation réussit quand on est dans cette détente profonde, dans cet amour bienveillant. Mais c'est également, lorsqu'on médite, on s'aperçoit qu'on est dans une grande confiance. Parce qu'on sait que si on a des aspects qui nous déplaisent, comme c'était le cas pour Jean-Noël, et qu'on n'est pas bien, mais tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça se travaille. Donc ça nous donne une grande confiance et un sentiment de liberté. On est libre de tout parce que tout peut se travailler. Donc la détente, le sentiment de liberté. Et puis également ce sentiment de lien. Ce sentiment de lien avec ce qui nous entoure, avec la vie, avec les choses, avec la nature, avec les autres êtres humains, avec les gens qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, etc. On est reliés. Et ça, on le sent. Une des raisons de notre souffrance, c'est qu'on se sent seul, on se sent sans amour. Hein, et ce sentiment d'être seul, sans amour, est insupportable pour la plupart d'entre nous. Lorsque on médite, on est relié. On est relié et ça, on le sent de façon très palpable par le fait que l'on médite. Et puis aussi, c'est peut-être là l'élément le plus net, c'est que on sent qu'on a acquis une douceur, qu'on est beaucoup moins dur, beaucoup moins sévère vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, beaucoup plus tendre avec soi-même. Dans les moments difficiles, on va sentir une tendresse, une compassion, une bienveillance pour soi-même. Dans les moments où ça ne va pas, plutôt que s'en vouloir. Plutôt que dire, quand on ne réussit pas quelque chose, je suis le roi des nuls, mince. Hein? Non, on va développer une certaine tendresse vis-à-vis de soi-même. Qui fait que ça va se voir. Ça va se voir. Quand on médite, même peu de temps, quelques minutes tous les jours, au bout de 3 semaines, un mois, les gens s'en rendent compte. Ils vont vous dire, mais toi, t'as changé. T'as changé. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelqu'un? Non, j'ai vu personne, j'ai vu moi. Je me suis vu. Et j'ai appris à me découvrir et j'ai appris à profiter de ce joyau, de ce trésor qui est la bienveillance aimante que j'ai à l'intérieur de moi. Et ça change tout dans la vie. Donc voilà.
à quoi on va voir. On va se sentir libre, on va se sentir relié, on va se sentir détendu. Et puis on va aussi se sentir beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus agréable avec soi-même. En un mot, on devient une meilleure personne. Est-ce que j'ai répondu ? J'ai eu l'occasion de regarder une émission sur Arte, précisément sur l'altruisme. Et il y avait, c'était un documentaire excellent d'ailleurs, que je conseille, et on peut le podcaster encore. Et au milieu de ce documentaire, il y avait justement un très très long passage sur la méditation. Et Mathieu Ricard, qui était là, s'est prêté à une analyse. Et on a pu voir, en voyant son cerveau, on a pu voir qu'une partie de son cerveau, celle qui justement était définie comme celle concernant la bienveillance, était très très développée chez lui. Et parce qu'évidemment, il a des heures et des heures de méditation. Je peux vous des centaines, il a dit combien de centaines d'heures, je ne m'en souviens pas. 60 000 heures. Voilà. 60 000 heures, ça fait, si on les met bout à bout, quand même plusieurs jours. Et alors on a remarqué qu'effectivement, on le voit cliniquement, on voit la partie de son cerveau concernant l'altruisme et la bienveillance, qui est beaucoup plus développée que par rapport à d'autres personnes qu'on a justement comparé, avec qui on a comparé, où on le voyait très nettement, qu'il y avait une partie du cerveau qui était plus développée que chez les autres personnes qui n'avaient jamais fait de méditation. Et alors ce qui était très intéressant dans cette émission, c'est qu'on essaye de développer la méditation chez les enfants. Et ils ont fait des expériences dans les écoles de maternelle. Et là, le résultat était extraordinaire. C'est-à-dire que les enfants qui manquaient de concentration et qui étaient agressifs, en développant comme ça ce côté de bienveillance, eh bien, la directrice de l'école n'en revenait pas. Les enfants étaient totalement transformés. Au bout de je ne sais plus combien d'heures de méditation. Et je pense que ce serait une très très bonne chose de développer ça justement chez les enfants, dans les écoles, parce qu'on voit aujourd'hui à quel point il y a de l'agressivité déjà, même à partir en maternelle. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très très intéressante. Alors le professeur Davidson, qui a été le premier à faire l'examen du cerveau des méditants et qui avait montré de façon très, très objective que méditer rend heureux, parce que ça active les zones de la bonne humeur. Et que quand on médite, donc on a l'index frontal, c'est-à-dire les zones de recherche que l'on fait depuis une vingtaine d'années, et qui peut dire vraiment concerne pratiquement tous les laboratoires de neurophysiologie dans le monde travaillent sur les effets de la méditation. Et bien on a fait des découvertes assez extraordinaires. C'est qu'au bout d'une quinzaine de jours, vingtaine de jours, si vous méditez 20-30 minutes par jour, et bien vous avez déjà une modification à la fois fonctionnelle et même structurelle du fonctionnement de vos neurones. Il suffit de très peu de choses. Si vous méditez au bout de 10 jours de méditation, 20 minutes par jour, vous modifiez déjà l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la mise en acte, c'est le passage à l'acte de nos gènes. Vous savez, on a tous des gènes avec des gènes qui sont des gènes plutôt sympas, si on a les cheveux blancs, si on a les yeux bleus, mais on peut aussi avoir des gènes qui nous vouent à un cancer précoce et autres. Eh bien, ces gènes inflammatoires qui créent le terrain du cancer, si on pratique une quinzaine de jours, déjà, on modifie beaucoup l'épigénétique de ces gènes inflammatoires. Donc on voit le potentiel extraordinaire qu'il y a dans la méditation. Et en particulier pour apprendre à s'aimer, et en particulier pour apprendre à aimer les autres. Parce que s'aimer soi-même ou aimer les autres, c'est un petit peu la même chose. C'est se redonner le droit à l'amour, en quelque sorte. Et ne pas considérer que s'aimer, c'est une discipline égocentrique. On a fait la part des choses entre l'amour et l'amour propre. C'est justement quand on s'aime pas qu'on est égocentrique. Et là qu'on va chercher des signes de reconnaissance autour de nous,
On va demander à ce qu'on nous admire, à ce qu'on nous envoie des stimulations positives. Mais quand on s'aime, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, cet amour bienveillant est là. Et on voit que partout, il n'y a pas une religion qui ne prône pas ce travail sur l'amour bienveillant, mais qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. Que ce soit le confucianisme, le bouddhisme bien sûr, mais également le judaïsme, également la chrétienté, tout ça, ça privilégie, ça met en valeur, ça étaye cet amour bienveillant. Mais également les philosophes, Platon, Socrate, mais également les poètes, Rilke, tous ces gens-là prônent cet amour bienveillant, lui donner de la place, lui laisser exister, parce qu'il est là, il est à l'intérieur de nous. Il suffit tout simplement de le laisser apparaître. Le problème en Occident, c'est qu'en égoïsme est également on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Cet amour bienveillant, à l'intérieur de nous, on l'a difficilement. On y accède difficilement. Et d'ailleurs, le Dalai Lama avait réuni à Dharamsala il y a une quinzaine d'années tous les enseignants de méditation occidentaux et leur a posé la question, mais quelles sont les difficultés que vous avez pour enseigner la méditation aux occidentaux? Et pratiquement tous les enseignants ont eu la même réponse, le fait que les occidentaux ne s'aiment pas. Le Dalai Lama est resté interloqué. Et qu'est-ce que vous dites? Que les occidentaux ne s'aiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne s'aiment pas. Quoi? Je ne comprends pas. Et il a fallu près d'une heure pour qu'on explique au Dalai Lama ce que ça pouvait vouloir dire de ne pas s'aimer. Tellement les notions de culpabilité, comme on les a en Occident, et désamour de soi, apparaissaient complètement martiennes au Dalai Lama. Donc développer cette emphase bienveillante. Et comment on va la développer? Bien dans le cadre de méditation de l'amour bienveillant. Dans un premier temps, on va évoquer des situations où ils se sont sentis aimés pour se créer cet état d'être dans lequel on est aimé, et puis petit à petit, on va élargir cet amour qui est à l'intérieur de nous, qu'on a fait naître, on va l'élargir aux autres, à des gens que l'on aime, qui sont des très proches, et puis des gens qui sont proches, mais qu'on n'aime pas d'amour, mais qu'on apprécie, et puis après aux gens qu'on n'aime pas, et puis à l'humanité tout entière. Et on va développer, élargir cet amour bienveillant, de façon à baigner dedans, et à en profiter d'abord pour nous, bien sûr, mais à en faire profiter les autres pour que la souffrance à l'intérieur de nous cesse ou diminue. Donc, c'est un travail. L'amour bienveillant se travaille. Et donc, on va faire conjointement des méditations, donc, ici et maintenant, de pleine conscience, et des méditations de l'amour bienveillant. Très généralement, d'ailleurs, on commence la méditation par la méditation de pleine conscience, et puis, progressivement, on l'élargit donc à la méditation de l'amour bienveillant pour terminer de nouveau en revenant ici et maintenant, en revenant en réhabitant son corps, en réhabitant sa respiration, en réhabitant l'espace, le contexte dans lequel on se situe. C'est difficile de rester sans amour. On a l'impression de ne pas vivre quand on a une vie sans amour. Et comme a dit à certains, même s'il nous reste que ça, nous aurons mis dans nos mains le monde entier. Et on va faire une petite méditation de 3 minutes. Je vais vous demander d'écouter cette chanson qui à la fois va évoquer le burn-out, bien entendu, mais également l'amour bienveillant. La bonne humeur qui fonctionne et qui sont stimulés. Et que même quand on a médité pendant un certain temps et qu'on arrête, on garde l'avantage acquis. Donc c'était les premières études qui ont été faites, c'est celles qui ont lancé un petit peu la méditation,
Et le professeur Davidson vient de faire justement une étude là, qui est sortie dans Sciences, dans Nature, etc. C'est une journée très scientifique, où il a étudié donc, dans un collège, comment on dirait, défavorisé chez nous, enfin, dans une banlieue de je ne sais plus quelle ville américaine, donc des ados qui avaient des comportements antisociaux, des comportements violents, des comportements agressifs, et il les a fait méditer 20 minutes par jour pendant un mois. Et on a pu voir sur des thèses de façon très objective qu'au niveau des comportements agressifs, au niveau du vivre ensemble et au niveau des comportements prosociaux, ben, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Ceci étant, on n'est pas encore au stade où, effectivement, l'éducation nationale en France et puis en Amérique est prête à mettre la méditation. Parce qu'en France, on est l'éducation nationale est laïque, bien sûr. Hein, et l'idée d'une méditation, même si la méditation est laïque, enfin la méditation reste quand même encore trop marquée par sa coloration bouddhiste pour qu'on l'accepte dans l'éducation nationale. C'est pareil chez les Américains qui sont aussi très dans des concepts religieux et qui ont du mal. Donc. Mais c'est bien dommage parce que là il y a certainement de quoi faire des individus qui se développent de façon harmonieuse. Hein. On fait des cours de gym à l'école. Pourquoi on ne ferait pas des cours de cerveau? On trouve normal qu'un gamin développe son aptitude à jouer au basket, à courir, à sauter des haies. Pourquoi il ne développe pas son aptitude à être plus accueillant, plus ouvert, plus compassionnel, plus humain quelque part? En milieu psychiatrique, il y a un programme de méditation qui a été mis en place dans certains hôpitaux. Est-ce que, je crois que sur Biarritz, il y a un hôpital psychiatrique et plusieurs cliniques psychiatriques, est-ce que de tels programmes ont été mis en place? À Biarritz? Biarritz, Bayonne. La clinique d'Amal. Oui, quand je dis La Biarritz. clinique d'Amal. Et puis à l'hôpital de Bayonne, il y a une cancérologue qui a mis en place, et c'est beaucoup pour les patients cancéreux, qui a mis en place une méditation aussi, des séances de méditation toutes les semaines. Oui, ça se développe, oui. On a ça ici. L'hypnose aussi a fait place apparemment. Ah ben, l'hypnose, c'est pas nouveau, ça. L'hypnose, c'est... Et la méditation, oui, dans les hôpitaux, ça commence, mais peut-être pas aussi vite que ça devrait. Hein. Il y a des réticences. En France, on est probablement parmi les derniers du peloton dans le développement de la pleine conscience. C'est bien dommage. Qu'est-ce qui Vous pensez au burn-out ou au syndrome dépressif? Ben, le burn-out, c'est avant tout un désamour. Un désamour de soi-même. C'est pour ça qu'on va le chercher à l'extérieur, c'est pour ça qu'on se met dans une situation impossible pour trouver cet amour. Mais si Jean-Noël, au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, au lieu de bidouiller sa relation avec les patients pour recevoir à tout prix cet amour, s'il était allé tout simplement l'accueillir à l'intérieur de lui donner la place, lui le laisser s'exprimer en méditant, ben, très probablement il n'aurait pas eu ce parcours douloureux. C'est sûr. La méditation, c'est aussi faire l'éloge de la vulnérabilité, quelque part. Hein, c'est réaliser que ben, nous sommes des êtres émotionnels. Et en tant qu'être émotionnel, forcément, on est touché par la souffrance des autres. Alors qu'on voudrait se prouver le contraire. Et on pense que si effectivement on exprime cette vulnérabilité, là aussi on va être broyé par le rouleau compresseur de la vie, parce que finalement il n'y en a que pour les durs, les costauds, les balèzes, etc. Et que les vulnérables n'ont pas leur place. Et quand on voit la réalité des choses, nous on est tous vulnérables. Parce qu'on est tous touchés. Même si on ne veut pas se l'avouer, quand il y a du malheur auprès de soi, on est touché. On le voit
quand il y a un attentat, cette masse humaine de gens qui éprouvent le besoin de se réunir, d'aller ensemble, de célébrer et de dire qu'ils sont là. Là, on voit vraiment, et je trouve que c'est vraiment la belle leçon des attentats, c'est tant qu'il puisse y avoir une belle leçon, mais c'est la réaction populaire spontanée qu'à chaque fois ça provoque. Hein. Donc ça montre qu'on est vulnérable et que quand il y a de la souffrance, eh ben on est réactif à cette souffrance, même si on ne veut pas se l'avouer. Et finalement, la véritable hypocrisie, le véritable mensonge, ben c'est de refuser cette vulnérabilité. Et finalement, on se rend fragile parce qu'on se défend contre cette vulnérabilité. Plutôt que l'accepter et même à la limite, pourquoi pas la célébrer, parce que c'est notre sensibilité, c'est notre fibre, c'est notre cœur, c'est la mélodie de notre cœur, la vulnérabilité. C'est donc quelque chose qui est une belle chose quand même. Hein. Mais on se met en difficulté parce qu'on refuse d'accepter cette fragilité. Et on pense que cette fragilité va nous desservir. Alors que cette fragilité, si on la reconnaît, nous met complètement d'aplomb. Hein, cette vulnérabilité nous met complètement d'aplomb. Shogun ne trouve pas à ce sujet, prend une métaphore intéressante. Il dit, quand vous prenez un bol en porcelaine et que vous le laissez tomber, il se casse. Si vous prenez un bol en lac qui est très fin, très vulnérable, il va rebondir et pas se casser. Donc, la vulnérabilité dans notre vie, c'est ça, c'est cette extrême souplesse, hein, à l'image du bol de lac, hein, qui va nous permettre donc, finalement, à notre vie d'être plus efficiente, d'être plus efficace, hein, que si on a une attitude à refuser cette vulnérabilité. Là aussi, c'est une belle leçon de la méditation, une belle leçon de l'amour altruiste, c'est qu'elle fait l'éloge de la faiblesse, elle fait l'éloge de la vulnérabilité, elle fait l'éloge de tout ce qu'on a tendance à vouloir éloigner de nous-mêmes et à être dans l'aversion vis-à-vis de ces choses. Notre nature est tendresse. Célébrons cette tendresse plutôt que la refuser. D'autres questions? Donc, oui. Est-ce qu'à force de cette bienveillance altruiste, on ne peut pas, dans le cadre du boulot, se faire bouffer par les autres? Est-ce que la question c'était, est-ce qu'à cause de cette bienveillance altruiste, dans le boulot, est-ce que pas se faire bouffer? Se faire bouffer par qui? Les collègues. Les collègues, c'est supérieur. Mais moi, je ne crois pas, c'est le contraire même. C'est le contraire. À partir du moment où on développe cette qualité d'être, c'est ce que je disais, cette vulnérabilité, cette souplesse, hein, on va au contraire être plus à même de traverser de façon harmonieuse ce qu'on a traversé. Oui. Non, sincèrement, je pense qu'au contraire, c'est être véritablement un homme, être véritablement un être humain que de revendiquer sa part de vulnérabilité, bien sûr. Alors maintenant, est-ce que accepter la colère, par exemple, hein, plutôt que être dans l'acceptation de la colère, par exemple, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va accepter la violence de la colère ou son caractère négatif. Hein. Par rapport à la colère, plutôt que rejeter la colère, l'attitude méditative, c'est
lui donner de l'espace, lui permettre d'exister, hein, l'accueillir en quelque sorte, l'accueillir. Plutôt que la rejeter, plutôt que développer une aversion, faire un déni par rapport à cette chose qui n'est pas forcément satisfaisante, au contraire, on va l'accueillir. Mais en l'accueillant, on va lui donner un espace, et c'est dans cet espace que la colère va plus probablement se limiter, s'étioler. Un petit peu comme un animal que vous tenez dans vos bras, si vous voulez l'empêcher de nuire en le serrant contre vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, oui, il va vous mordre. Il va vous mordre et vous n'allez pas voir le dessus. Si au contraire, cet animal, vous lui donnez de l'espace, allez, vous le mettez dans le jardin et vous le laissez avec de l'espace autour, il va tout de suite se calmer. Un enfant, c'est pareil. Hein. L'enfant, quand il est agité, si vous voulez absolument l'immobiliser ou le contraindre, ça ne va rien donner. Il faut lui donner un espace, lui permettre donc de s'exprimer. Mais dans cet espace, donc, dans lequel vous mettez cet espace de pleine conscience, dans lequel vous allez mettre votre colère, vous allez pouvoir porter attention à la colère. Et c'est l'attention que vous allez porter à la colère, hein, sans jugement bien sûr, hein, mais être attentif, être présent à cette colère, qui va transformer la colère. Parce qu'une des grandes règles de la méditation, c'est l'attention que l'on porte aux choses, la présence que l'on a plutôt que d'éviter, plutôt que d'être dans l'inversion des choses, mais qu'on est dans l'accueil, cette position que l'on a vis-à-vis des choses change les choses. Et finalement, si dans la méditation, on change sa vie, si on devient une meilleure personne, finalement sans rien faire, parce que c'est quand même assez extraordinaire, vous asseyez, vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous êtes dans le silence le plus parfait, et votre vie change. C'est pas merveilleux, hein, mais c'est comme ça. Justement parce que vous ne faites rien, que vous êtes tout simplement dans... Vous existez sans rien d'autre, et vous êtes attentif, vous êtes présent à ce qui est, ce que l'on ne fait pas. Ce que l'on ne fait pas la plupart du temps dans notre vie. Et c'est cet nouvel état, on n'est pas à faire des choses, on est à être, hein, et à réaliser donc la vie à l'intérieur de nous. Et quand effectivement il y a une colère, pour revenir à la colère, eh bien, on l'observe, on se connecte, et là on la transforme. Alain, ce qui ne veut pas dire que cet état méditatif, il faut absolument le trouver dans un état de contemplation d'une assise, on peut le trouver aussi par la suite dans la vie. Oui. Ça s'inscrit après dans la vie de tous les jours. Dans la méditation, quand on s'assoit, qu'on se met dans la position du zazen, donc dans le silence, qu'on est attentif à son corps, qu'on habite son corps, qu'on habite l'instant présent, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un travail, on fait un entraînement. On fait un travail sur soi. On est dans l'observation de ce qu'on est, de ce qu'est notre vie, de ce que sont nos pensées. Hein. On est un petit peu dans un laboratoire où on observe à la limite, on découvre des choses. Mais dans un gymnase aussi. Dans le gymnase, le sportif va apprendre certaines techniques, certains gestes, puis après il va faire sur le stade lors des compétitions. Mais dans le gymnase, il va apprendre. Quand vous êtes dans une méditation formelle comme ça, vous apprenez donc à développer la pleine conscience, et cette pleine conscience, elle va diffuser tout naturellement dans votre vie. Et vous allez donc avoir une vie où vous allez vous connecter aux choses, être avec les choses, et être vraiment, vraiment, vraiment complètement dans votre vie. Et c'est ça qui est merveilleux dans la méditation. Hein? Vous êtes complètement dans votre vie, vous êtes complètement avec vous-même, et en plus, vous êtes dans une relation d'amour bienveillant vis-à-vis de vous-même, d'acceptation totale, vous donnez un oui profond, vous êtes relié à vous-même et en même temps vous vous reliez aux autres. Que rêver de mieux? Comment on arrive à cet état justement d'acceptation quand on est dans un état d'extrême souffrance ou de stress, à réussir à être, sans être dans l'empathie, vraiment, même envers soi, d'arriver à cette bienveillance juste? Alors d'abord, une chose. La méditation, il y a une contre-indication de principe. Dans tous les cas,
où on n'est pas dans un état stabilisé, en particulier sur le plan émotionnel, voire psychiatrique. La méditation, c'est pas quelque chose de complètement innocent. Il y a des moments où effectivement il vaut mieux ne pas méditer. Si vous avez quelqu'un par exemple qui est un schizophrène, qui n'est pas complètement équilibré par le traitement, il peut se passer des choses dans la méditation qui vont le faire délirer et délirer. Hein. Donc la méditation, c'est pas forcément mettre vraiment toutes les mains. Hein. Première chose. Et quand vous êtes vraiment mal dans une situation, ben vous pouvez vous mettre en position de spectateur. Par exemple, une situation qui met mal chez les gens, c'est, je sais pas, avoir un contrôle fiscal. Ah. Vous savez, ça vous arrive au courrier, vous avez un contrôle fiscal, c'est quand même impressionnant. Ben ça vous a l'impression que, enfin surtout pour certaines personnes qui sont très entreprenantes dans la vie, ben ça peut être une très très mauvaise nouvelle et un véritable souci. Ben c'est comme s'ils avaient une espèce de grosse masse, de gros rocher qui leur tombait dessus. Eh bien, dans le cadre d'un espace de pleine conscience que vous allez installer en portant votre attention sur votre corps, en habitant votre corps, en portant votre attention sur votre respiration, en portant votre attention sur l'environnement, les bruits, etc. Vous allez créer cet état de pleine conscience, et dans cet état de pleine conscience, vous allez mettre au milieu votre souci, contrôle fiscal ou autre. Et vous allez voir que dans cet espace de pleine conscience, il va complètement se relativiser. Et c'est là qu'est l'aspect thérapeutique, si on peut dire, la méditation. Si on veut qu'elle ait un aspect thérapeutique, il est là l'aspect thérapeutique. Quand, par exemple, on a une douleur physique, une douleur morale, une émotion qui nous taraude, on s'aperçoit que la douleur, par exemple, si j'ai mal aux dents, autour de ce mal de dents, je vais développer des pensées. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai de plus en plus mal, ça doit être grave. Enfin, ce genre de pensée. Pourquoi ça m'arrive dimanche, le jour où les dentistes sont fermés? Je vais mettre tout un aéropage de pensées, même de réactivité autour de cette douleur. C'est ce qu'on appelle la souffrance, finalement. La souffrance, c'est toute l'attitude que l'on développe autour de quelque chose qui ne va pas. Ok? Eh bien, la méditation ne va pas supprimer votre mal aux dents, ne va pas supprimer votre contrôle fiscal. Mais tout ce que vous avez mis autour, c'est-à-dire toute votre réactivité, toute l'attitude que vous développez autour de cet élément, ben là, elle va diminuer et se transformer considérablement. Qui fait que la problématique qui semble énorme, après la méditation, va être réduite à très peu de choses. Votre énorme parpaing que vous écrasez le cœur va se transformer après la méditation en un tout petit caillou. Elle ne va pas disparaître, et ça sera un petit caillou, et ça sera plus facile à vivre. C'est en cela, c'est ça que l'on peut attendre de la méditation. La méditation ne règle pas nos problèmes, la méditation ne change pas nos vies, et on ne médite pas pour changer sa vie, on ne médite pas pour changer ses problèmes. On médite pour que ces problèmes, ces difficultés n'envahissent pas toute notre vie et ne nous empêchent pas de vivre autre chose. C'est pour ça qu'on médite. Est-ce que la méditation aide à la résilience? Alors, la résilience, c'est rebondir à côté. C'est ça que ça veut dire. Résilience, l'idée de résilience, c'est l'idée d'un, vous savez, un métal, un couteau, vous le pliez et puis il revient. Hein, c'est ça la résilience. C'est la capacité que l'on a à subir certaines choses et puis à revenir. Les enfants résilients, c'est les enfants qui ont vécu des enfances catastrophiques et quand même qui se développent à peu près normalement. Alors, on a tendance à dire que la résilience ne peut se faire que si on est tuteur de résilience. C'est-à-dire certaines circonstances où effectivement on n'a pas été étayé par des parents, par des personnes suffisamment aimantes ou suffisamment présentes autour de nous, et qu'on a pu en souffrir, et à partir de là ne pas se développer comme on aurait pu le faire, et bien on va trouver des tuteurs de résilience. Et si papa n'est pas à la hauteur, mais peut-être le prof de gym, ou alors le chef scout,
le curé ou l'enseignant, hein, va être un tuteur de résilience. Et c'est en s'appuyant sur lui qu'on va se construire. Hein. C'est un petit peu différent de la méditation. Par rapport à la relaxation, Oui. la différence. Alors, lorsqu'on médite, on est généralement relaxé, mais c'est pas forcément. Hein. Dans la méditation, il y a 4 principes. Premièrement, donc, on ferme. Deuxièmement, on ouvre les yeux. On s'arrête, on ouvre les yeux. C'est la première chose. On ouvre les yeux, on ouvre ses sens, et on est dans l'expérience de ce que l'on vit. Une expérience sensorielle. On se connecte à la réalité par nos sens, pas par des pensées. Et on fait en sorte qu'entre la réalité et nous, il n'y a aucune interprétation. Il n'y a aucune construction mentale qui, finalement, nous dévie de ce qui est là réellement. Hein. On fait corps avec ce qui est, on fait un avec ce qui est, sans absolument aucune intervention des pensées. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans la méditation, on considère que les pensées, c'est des événements mentaux passagers, comme les nuages qui passent dans le ciel, comme les vagues dans la mer. Mais les nuages ne sont pas le ciel, et les vagues ne sont pas la mer. Pareillement, nos pensées ne sont pas notre esprit. C'est la manifestation de notre esprit, mais ce n'est pas notre esprit. Donc ne pas confondre les pensées avec l'esprit. Ça, c'est la deuxième chose. Et faire ce travail est très important, parce que c'est vraiment les pensées qui nous pourrissent la vie. Et quand on réalise ce que sont les pensées, et même quand on réalise quelquefois ce qu'une pensée aussi simple que j'ai raison que tu as tort, peut faire comme dégâts. Je pense qu'un bon nombre de ruptures dans le couple viennent là. Et puis, les guerres aussi. On a toujours raison. Hein. Il y a Dieu qui est de notre côté. Donc ça c'est voir les pensées pour ce qu'elles sont. Le troisième élément, c'est débrancher le pilote automatique. C'est-à-dire tous ces éléments tous ces événements de la vie qu'on fait de façon automatique, ben, on va les faire en pleine conscience. Et en étant complètement dans ce que l'on fait. Et en ouvrant tous nos sens. Si par exemple, un acte que vous faites chaque jour, laver les dents, vous lavez les dents tous les jours. Oui. Alors, se laver les dents par exemple. Se laver les dents, ben, vous allez faire rien que se laver les dents. C'est-à-dire voir, hein, quand vous lavez les dents, voir la mousse, hein, la brosse à dents là, qui frotte votre bras qui s'agite. Vous êtes complètement dans ce que vous voyez, complètement dans ce que vous entendez, le bruit de la brosse électrique, etc. Le ressenti de la brosse sur votre... Vous n'êtes pas à penser à ce qui s'est passé dans la journée, à ce qui va se passer après. Vous êtes uniquement dans ce que vous faites. Vous pouvez le faire pour se laver les dents, vous pouvez aussi sortir le chien en pleine conscience, descendre la poubelle en pleine conscience, lire une histoire à un gamin en pleine conscience. Ce qui est essentiel, c'est une fois par jour, un acte que vous faites tous les jours, ben vous décidez de le faire en pleine conscience. Et rien que ça, c'est d'un coup de GPS. Vous savez, le GPS, c'est cet appareil qui nous permet, lorsqu'on est paumé, lorsqu'on ne sait plus où on habite, lorsqu'on on est dans la confusion, ben on appuie sur le GPS et immédiatement, on est situé dans le maintenant et dans l'ici. Enfin, du moins dans l'ici. Eh bien, ces méditations de pleine conscience ponctuelle, où vous êtes rien que dans ce que vous faites, c'est un coup de GPS. Parce que lorsque vous faites, vous réhabitez votre corps. Vous dites bonjour, vous revenez à l'intérieur de vous-même. Et vous resituez dans l'ici et maintenant. Et vous revenez à l'intérieur de vous, possesseur de votre vie et de votre corps. Et ça, c'est très important de le faire, au moins une fois par jour. Et méditer, c'est faire une méditation formelle, une méditation assise, ok, comme on l'a dit, pour travailler la pleine conscience, mais c'est également faire une expérience de pleine conscience en faisant un moment de rien que. Ça peut aussi être manger, rien que manger. Pas en même temps qu'on mange, discuter, ou en même temps qu'on mange, regarder la télé, ou en même temps qu'on mange, lire le journal, non. On mange, et bien on est complètement à ce que l'on fait. Donc ça c'est le troisième élément de la pleine conscience, c'est
débrancher le pilote automatique. Le quatrième, c'est ne rien vouloir. Quand on médite, on ne veut rien. Et c'est en cela, c'est différent de la relaxation. C'est que quand on médite, on ne veut rien. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de but, on ne veut rien. Et si on ne veut rien, tout ce qui va se passer dans la méditation va être quelque chose d'intéressant. Si vous voulez au départ méditer pour être mieux, pour être bien, pour vous détendre, pour vous apaiser, etc. Et si pendant la méditation vous ne vous détendez pas, et si au lieu de vous apaiser, vous terminez la méditation avec l'esprit en ébullition, très chaotique, etc., vous allez dire la méditation c'est pas pour moi. Mais en réalité non. La méditation c'est tout simplement ouvrir les yeux sur ce que vous êtes à ce moment-là, et il se trouve qu'à ce moment-là vous avez l'esprit agité. Et ça vous le réalisez. Donc c'est ne rien vouloir. Et le quatrième élément de la méditation, c'est, on l'a dit, par rapport aux événements, aux émotions, aux manifestations physiques, enfin aux sensations qui nous desservent et qu'on voudrait éviter, eh bien on va au contraire les accueillir, les accepter. Comme quand une émotion perturbante frappe à votre porte, ou une douleur frappe à votre porte, ben plutôt que d'ouvrir, on a déjà donné, refermé, vous ouvrez, rentre, assieds-toi, tu veux un café, tu veux un coquille, etc. Et dis-moi ce qui t'amène. C'est l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est cette attitude apaisante qui effectivement va transformer les choses. C'est ça méditer. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on voit très bien que quand on fait de la relaxation, on veut se détendre. C'est pour ça qu'on fait de la relaxation. Donc il y a un but. Et donc, on fait de la relaxation, même si la pratique n'est pas forcément très différente, et même si les Big Four de Benson sont les mêmes, hein, ce qui change, c'est que quand on médite, on ne veut rien. Parce que vous parliez de suivre sa respiration. Oui. Mais on ne veut rien en suivant sa respiration. Et c'est parce qu'on ne veut rien qu'on obtient beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des précurseurs dans les années précédentes, avant-guerre par exemple, mis des choses en place au niveau de quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait en pleine conscience maintenant? Je pense à Alexander, à Vitoz, Oui. Alors bon, la méditation, c'est pas nouveau. On peut même dire que c'est pas Bouddha qui a... bien avant Bouddha, il y avait déjà des brahmanes qui méditaient. Hein. Donc la méditation, et puis la méditation, c'est pas quelque chose qui appartient au bouddhisme. Les méditations, il y en a partout. La méditation taoïste, la méditation soufie, la méditation des derviches tourneurs, tous ces gens-là. C'est la méditation chamanique aussi. Tout ça, c'est méditation. Même dans le judaïsme, même dans le catholicisme, les pères du désert, tout ça, méditer. Donc, la méditation, c'est pas du tout quelque chose de bouddhiste, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est... Voilà, je trouve que le Bouddha a atteint l'éveil par la méditation. C'est lorsque il s'est rendu compte que pour lutter contre ces démons intérieurs, contre les démons intérieurs, qui n'étaient jamais que les émotions, émotionnelles, eh bien plutôt que de lutter contre, plutôt que de vouloir les supprimer à tout prix, plutôt que de vouloir les abattre, il fallait tout simplement les accepter. Et c'est quand il a eu cette révélation qu'il a atteint l'éveil. Et donc il l'a atteint par le biais de la méditation. On ne peut pas dire que la méditation soit bouddhiste, et puis maintenant que la méditation qui a été occidentalisée, parce que maintenant en Asie, paradoxalement, même chez les bouddhistes, même dans les camps, on a beaucoup de rites, beaucoup de dogmes, beaucoup de mantras, des choses comme ça qui sont lus, mais on médite très très peu, ou même pratiquement pas. Hein. C'est pour ça qu'aller en Asie pour avoir une expérience méditative, c'est pas forcément ce qu'on va trouver. Hein, même les grands maîtres, Suzuki pour le zen,
Deshimaru pour le zen, Shogam Trungpa pour la méditation bouddhiste tibétaine, et puis d'autres, Thich Nhat Hanh aussi, sont venus en France. Tous venus en France parce que, paradoxalement, c'est en France que l'on médite, on médite vraiment pour de bon. Quand vous allez au village des Pruniers, là vous méditez. Et si vous allez dans un ashram indien ou thaïlandais, vous allez avoir des rites, des choses comme ça, mais pas vraiment la méditation. Donc la méditation s'est exilée un petit peu vers l'ouest, est arrivée vers l'Occident. On peut se demander aussi pourquoi la méditation a dévié vers l'est au départ. Pourquoi la méditation qui au départ était hindoue, parce que pourquoi elle s'est progressivement étendue à l'Asie du Sud-Est et puis au Japon. Il y a moins de différence entre un Européen et un Indien qu'entre un Japonais de la langue. On a une langue indo-européenne. On est beaucoup plus proche des Indiens, des hindous que ne sont les Japonais. Donc on peut se poser la question pourquoi la méditation est allée vers l'ouest et pourquoi elle n'irait pas vers l'est. Vers l'ouest maintenant, parce qu'elle est allée vers l'est. Et de même qu'il y a le Theravada, le Mahayana, et puis qu'il y a une méditation zen qui est une spécificité japonaise, qu'il y a une méditation vipassana qui est une spécificité de méditation plutôt birmane. Il y a la méditation tantrique qui est plutôt malayienne, enfin du Tibet. Il y a donc la méditation thaïlandaise aussi qui est un petit peu particulière. Pourquoi il n'y aurait pas une méditation européenne qui serait faite pour les Européens, qui serait adaptée à notre vie d'Européens pour notre plus grand bien. Et ça, quand il y a eu un sondage récemment où on a demandé aux gens vers quelle sensibilité religieuse vous vous sentez attiré, c'était 6 millions de personnes qui ont dit le bouddhisme en France. 6 millions de personnes, ça fait plus d'une personne sur 10. Et vous avez quand même 1,5 million de bouddhistes pratiquants en France actuellement. Donc c'est important. Et il n'y a qu'à voir nos séances de méditation à l'espace Pioche, que l'on fait tous les lundis, tous les mardis, de 19h30 à 21h, 21h30. Alors, on est toujours une vingtaine de personnes. Donc ça montre bien qu'il y a un réel intérêt et qu'on sent bien que la méditation peut être la solution à nos problèmes de vie occidentaux. Dans le monde de l'entreprise aussi, ça se développe. Alors, dans le monde de l'entreprise, ça se développe, oui. Mais je crois qu'il faut quand même rester prudent. Parce que si la méditation s'est faite pour être plus efficace dans l'entreprise, c'est-à-dire pour former des snipers, par exemple, dans l'armée, pour former des directeurs de ressources humaines qui soient encore plus efficaces, pour amener des gens à travailler plus, pour que la rentabilité de l'entreprise soit meilleure, eh bien, la méditation ne joue pas son rôle. La méditation est faite pour qu'on devienne des meilleures personnes, pas forcément pour qu'on devienne des personnes plus efficaces. Méfions-nous de l'intérêt ou des raisons pour lesquelles la méditation va rentrer dans l'entreprise. Je pense que actuellement, les directeurs d'entreprise ne sont pas dans l'altruisme et ne sont pas forcément non plus dans vouloir que les gens soient mieux. Ils veulent surtout des gens efficaces. Donc, il faut se méfier de cette déviation possible de la méditation
pour faire de nous, non pas des personnes meilleures, mais des personnes plus efficaces. Mais là, vous tombez dans le piège de dire l'autre est méchant, même quand il a de bonnes intentions. Attendez. L'autre est méchant, même qu'il a de bonnes intentions. Ben, vous avez dit tout à l'heure, attention, parce qu'il y a un courant qui dit attention, il faut se méfier, l'autre est souvent méchant. C'est Lacan qui disait ça. Même quand il arrive avec des bonnes intentions ou des pensées très... Ouais. Et bien là, vous tombez dans ce même piège quand vous dites méfions-nous de l'intention de ceux qui introduisent la méditation dans l'entreprise. Oui. On est quand même assez grand peut-être pour savoir que... Bon. Mais vous savez, le chef d'entreprise n'est pas un philanthrope. La première chose qu'il vous demande, quand vous lui conseillez, quand vous allez lui dire, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait qu'on introduise la méditation, il va dire, qu'est-ce que ça va me rapporter? Là, vous êtes dans le jugement encore. Mais oui, non, mais je crois que c'est une réalité. Hein. On vit dans un monde de rentabilité. C'est le credo du monde dans lequel on est. Hein. Maintenant, c'est la politique du chiffre qui l'emporte partout. Hein. Même à l'hôpital, dans les cliniques, vous avez un tacticien. Le tacticien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend les dossiers de tous les patients et il fait en sorte qu'ils soient optimisés. C'est-à-dire qu'on fasse des examens qui rapportent. Non, mais je suis d'accord avec tout ça. Mais... Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, hélas. Non, dans mais on n'est pas non plus dans l'autre méchant parce qu'il est dans une situation... Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut se méfier de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation de la méditation. Il faut que la méditation reste la méditation. On ne médite pas pour obtenir quelque chose. Si on obtient quelque chose, c'est un bénéfice secondaire. On médite pour être dans l'instant, pour occuper sa vie, pour toucher l'amour bienveillant. Hein? On médite pour ça. On ne médite pas pour être plus efficace, pour être plus performant, etc. Hein, je crois que c'est... Oui. Vous savez, moi je suis formateur de médecins et là j'étais à Dijon le week-end dernier et il y avait une jeune femme, une jeune médecin qui était voilée. Et donc nous avons une conversation très, très intéressante sur sa foi, sur les pratiques, sur les 5 prières qu'ils font tous les jours, et aussi sur l'amour bienveillant et aussi sur le contenu, enfin son contenu du Coran, ce qu'elle voyait dans le Coran, parce qu'il paraît qu'il y a différentes versions, hein, et ce qu'elle voyait dans le Coran, et honnêtement, hein, dans toutes les religions, le message est le même. Le message est le même. L'amour bienveillant fait partie de toutes les religions, c'est toujours un sens de l'autre, créer le lien. Hein, et je ne suis pas un spécialiste, j'ai même pas lu, je dois l'avouer, le Coran. Mais d'après cette personne qui a l'air de le posséder, d'avoir vraiment travaillé la chose, il y a une exploitation du Coran, il y a une exploitation de la religion actuellement à des fins politiques, à des fins économiques, à des fins, etc. Mais c'est pas la religion qui est en cause là-dedans, c'est l'exploitation politique. Et c'est méfions-nous de toute instrumentalisation. L'islam est instrumentalisé, on en fait une arme de guerre, etc. Je pense qu'il faut se calmer. Et puis il y a peut-être des raisons aussi que l'islam, c'est parce que l'islam est une religion de guerrière et que Mahomet était un guerrier, etc. Et puis, tout ce que l'on peut dire, mais bon, je crois que c'est pour expliquer l'attrait de l'islam. Je crois qu'il faut peut-être essayer de mieux comprendre ce qui se passe, mieux essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui est un Français, qui a été élevé dans l'éducation nationale, par exemple, et qui égorge ses concitoyens à 4 ans,
quand il était dans son jardin d'enfants en France, c'était pas un assassin? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'âge de 4 ans et l'âge de 20 ans, 25 ans, quand il s'est à ces exactions? Alors on dit c'est l'islam. Il dit c'est un peu facile. C'est une façon aussi de ne pas se remettre en question. On a le grand Satan, hein, et puis on se dédouane un petit peu par rapport à lui. Voilà, je pense que c'est un gros problème l'islam, mais c'est un problème qui n'est pas prêt d'être réglé. Mais il faut se méfier de... Je pense que toutes les religions ont le même message. Toutes. Et l'islam comme les autres. Les lectures radicales de l'islam, une religion guerrière, je pense que c'est... Pardon? L'islam a beaucoup élagué par rapport à ce qu'on a fait dans d'autres religions, comme la religion catholique. Par rapport à la condition féminine, par exemple. Mais l'islam est instrumentalisé, oui, bien sûr. Voilà, bien, écoutez, je vous remercie. Il y a un peu... Alors, il y a le verre de l'amitié qui vous attend.